à tous et bienvenue sur New Région Télé pour une nouvelle émission politique. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus virulents et toujours plus déterminés dans leur désir de dénoncer ce qu'ils décrivent comme une injustice. Eux, ce sont les antispécistes qui, définissant l'animal comme l'égal de l'homme, souhaitent en interdire toute exploitation jusqu'à prôner, s'il le faut, la désobéissance civile. Peut-on vivre sans se nourrir d'animaux? Le modèle est-il adaptable à l'ensemble des populations humaines? On en parle tout de suite avec nos 4 invités. Virginia Marcus, bonjour, merci d'être ici. Vous êtes militante antispéciste et l'auteur du livre Industrie laitière, une plaie ouverte à suturer aux éditions L'Âge d'Homme. Olivier Meuly, bonjour, vous êtes historien, chroniqueur dans la presse notamment. On vous doit notamment une petite attaque à l'encontre des antispécistes. On va en parler tout de suite. Elisa Keller, vous êtes la déléguée suisse de l'association 269 Libération Animale. On vous a vu dans la région, notamment récemment à Vic. Et Marion Wallonne, vous êtes députée PLR et habitante de Gland. Alors, on va parler de plein de choses, les antispécistes, ce qui se passe au niveau de la justice actuellement. Je vous propose juste de commencer par un petit récapitulatif des activités en vidéo. Au mois de décembre dernier, un mouvement antispéciste neutralisait l'abattoir de Vic avec comme objectif de protester contre les traitements infligés aux animaux. Il y a quelques jours, on apprenait que l'abattoir de Rolle avait subi les foudres des autorités suite à une diffusion d'images captées par l'activiste antispéciste Virginia Marcus. Mais ce combat radical ne plaît pas à tout le monde. La députée PLR de Gland, Marion Wallonne, a récemment interpellé le Conseil d'État avec cette question. Que compte faire le Conseil d'État pour expliquer à ce mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur en Suisse que chacun est libre de se nourrir comme il l'entend? Au-delà de la question légale, un enjeu philosophique est soulevé par l'historien Olivier Meuly. L'antispécisme ne serait-il pas un nihilisme? Alors, on va commencer par vous. Marion Wallonne, vous êtes donc députée PLR au Grand Conseil. Vous avez déposé une interpellation au mois de janvier et vous demandiez comment la justice, en tout cas comment le monde politique pouvait s'interposer face à ces actions des antispécistes. Quelle était votre intention, du coup, et est-ce que vous avez reçu une réponse déjà? Alors, je n'ai encore point reçu de réponse. Mon intention était en tout cas de cadrer une désobéissance civile qui pour moi est bien compliquée à accepter aujourd'hui. Donc voilà ma démarche en fait. Je voulais connaître la position du Conseil d'État, savoir pourquoi la police n'avait pas pu réagir comme normalement c'est le cas quand on intègre une propriété privée. Donc voilà ma démarche. Quand vous voyez que Virginia Marcus, qui a filmé des images de l'abattoir de Rolle et les a diffusées, quand vous voyez que son travail, certes pas tout à fait légal à la base, a quand même abouti à des prises de conscience, notamment au niveau du canton de Vaud, au niveau des autorités, vous en pensez quoi? Alors moi, je pense que la prise de conscience, elle est importante parce qu'on a un but commun, à mon avis, c'est quand même le bien-être animal. Maintenant, c'est la méthode qui me dérange fortement. Et pour moi, on ne peut pas faire ça dans l'illégalité. Il y a une voie démocratique. Et là, je pense qu'on est clairement dans l'abus de pouvoir. Enfin, ouais. Alors, Virginia Marcus ou Elisa Keller, évidemment. J'aurais envie de rebondir sur la notion de désobéissance civile, en fait, parce que je pense que vous êtes suffisamment bien placé pour vous rendre compte que sans les désobéissances civiles des années 70 en Suisse, vous n'auriez pas eu accès à votre poste de député au jour d'aujourd'hui. Donc la désobéissance civile n'est pas à comparer à de la délinquance violente, parce que c'est vraiment pas le cas. Nous ne sommes pas violents dans nos actions. C'est par contre la réalité des images qu'on renvoie au public qui peut être qualifiée de violente, mais c'est la réalité des images. Donc en fait, nous, on prend le risque, au risque de perdre des fois un emploi, pour dénoncer ce qui se passe dans les murs d'un abattoir, par exemple, ou bien dans le cadre d'un élevage. Mais on prend ce risque contre nous-mêmes, si vous voulez, d'un point de vue légal. Vous parlez d'un cas concret, enfin, vous parlez de perdre un emploi. Enfin, est-ce que vous mettez vraiment vous êtes prête à perdre... Oui, c'est le cas, vous avez perdu un emploi pour votre activisme. Oui, entre autres. D'accord. Elisa aussi, d'ailleurs. D'accord. On ne va pas parler des employeurs, évidemment. Non, mais c'est une démarche qui est consciente. Donc, on est conscient de toute façon des risques judiciaires, des risques professionnels, et on a d'autres moyens de rebondir. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire vraiment qu'aujourd'hui, on a accès à des médias, à des réseaux sociaux qui permettent de propager une information relativement rapidement. Et donc, on profite de ces médias-là pour faire passer un message qui est synonyme d'évolution sociale, en fait. Donc, c'est absolument pas de la délinquance.
Admettons que mon message ne soit pas le même que le vôtre et que je vienne chez vous, que j'investisse votre logement. Quelle est votre réaction? Alors, qu'est-ce que je fais d'injuste ou d'immoral? Après, c'est ça la question. Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas fait d'enquête sur vous, mais après, on peut avoir une divergence d'opinion. La propriété privée, c'est bien de ça dont vous parlez. Voilà, pour moi, on n'investit pas la propriété privée. Là, on défend la propriété privée face à la vie d'être sensible. Donc, c'est un poids de mesure qui est assez... Donc de toute façon, vous avez décidé de le faire consciemment, et même si je comprends bien, vous avez dit, vous servez des médias, on en est conscient, c'est une thématique de l'époque, donc on en parle. Vous attendez évidemment aussi un grand procès, donc qu'on porte plainte, qu'on vous ouvre les tribunaux, et puis que vous puissiez faire votre procès politique, on est bien d'accord. Voilà, et puis que ce ne soit pas un procès des activistes parce qu'ils désobéissent et enfreignent des lois qui sont injustes, c'est le procès avec une tribune pour défendre les animaux. Vous voulez votre procès de rupture. Exactement. Le grand procès qui sera médiatisé. Voilà, que ce soit une crise en fait dans la société, comme Martin Luther King le disait, afin que chacun puisse ensuite soit forcé en fait de se positionner. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de la voie démocratique, mais c'est un leurre, je pense, de penser que le monde politique soit ouvert à l'idée d'inclure la fin du spécisme dans les textes de loi. On n'est pas dans une dictature, quelque part, vous avez d'autres possibilités de faire passer vos idées, et surtout, moi ce qui me dérange fortement, c'est que vous imposez un choix, et puis ça c'est vraiment la base de ma démarche, c'est chacun est libre. La propagande, le prosélytisme, c'est-à-dire vraiment quelque chose vous respectez le choix de chacun de manger ce qu'il veut dans son intimité. Ce qui est important aujourd'hui vraiment de mettre en avant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un choix alimentaire, en fait. Il s'agit d'une question légale, il s'agit d'une question éthique. Et donc l'idée du mode alimentaire, l'idée du mode alimentaire, c'est une conséquence de ce qu'on va réussir à mettre en place en faveur des animaux. Et les approches démocratiques, on les a tentées, nous aussi y compris, pendant 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on parle de protection animale en Suisse, et c'est que depuis quelques mois qu'on anime autant ce débat-là, grâce notamment aux actions de désobéissance civile, parce qu'on pousse le débat aux yeux des politiciens de sorte à ce qu'il soit considéré comme digne d'intérêt. Alors qu'avant, si on menait des stands dans la rue, seules les personnes intéressées s'y arrêtent au stand. Alors qu'un blocage d'abattoir, bien sûr, ça peut paraître choquant parce qu'on envahit une propriété privée, mais c'est pour faire passer un message de justice, en fait. Alors, moi, j'aimerais avoir une première réaction d'Olivier Meuvely. Vous avez entendu déjà un début, et ça, c'est ce qui s'est passé un petit peu dans notre région, donc des actions concrètes, des actions directes. En effet, ça a été dit, ce n'est pas un phénomène nouveau de l'action directe. Enfin, il y a différentes formes d'action directe, mais depuis le 19e siècle déjà, et puis en effet, les années 70. Et cette méthode-là a sans doute l'avantage d'être plus percutante que les voies démocratiques qu'évoquait Mme Valen, et donc de solliciter, de susciter des débats à travers les médias qui sont en effet instrumentalisés. C'est aussi le jeu démocratique, et ceci est normal. Maintenant, qu'on veut me dire qu'en Suisse, le seul moyen d'agir, c'est les voies qui ont été retenues, ça me fait quand même un peu sourire. On voit, je dirais qu'il y a eu plus d'avancées sociales sur le plan de l'environnement, sur le plan de la défense des animaux d'ailleurs également, par le biais des initiatives populaires que par le biais des manifestations. Alors maintenant, évidemment, il y a eu des manifestations aussi, c'est une forme également d'engagement direct. Ces manifestations sur le nucléaire et autres n'ont pas forcément pour autant suscité des violations de domicile ou autres actions plus agressives, sinon violentes, du moins agressives. Peut-être entre les deux. Alors, vous connaissez évidemment les outils démocratiques à disposition du citoyen, l'initiative, le référendum, le cas échéant. Dans les années 2000, on a réussi à aboutir à un mini-changement dans la loi qui a permis de considérer les animaux comme n'étant plus des choses. Voilà ce qui s'est passé dans la loi. Et donc, cette décision-là a permis de découler sur un certain nombre d'ordonnances de protection des animaux, etc. Mais tout ça, c'est purement administratif. Parce qu'on le voit bien, par exemple, à l'abattoir de Rolle, c'est quand même l'exemple le plus probant et le plus récent, qui était un abattoir de village, local, qui inspirait confiance aux gens. Et donc, en posant des caméras là-bas et en se rendant compte du nombre de dysfonctionnements, parce qu'encore une fois, c'est pas la seule image du cabri qui se fait égorger que j'ai montrée, il y en a bien d'autres. Et certaines, je ne les ai pas révélées, mais je les ai envoyées au vétérinaire cantonal. Un
abattoir de région qui inspire confiance, qui est soumis à des contrôles, et ben finalement dysfonctionne quand même. Donc en fait, les ordonnances de protection sur les animaux notamment permettent de rassurer le consommateur, rassurer les politiciens, mais dans le fond, pour les animaux, le sort reste le même, leur statut n'a pas changé. Mario Vallone, justement, c'est cette idée d'améliorer le traitement toujours de manière progressive, étape par étape, des animaux. Ce qui ne vous suffit pas, hein, d'ailleurs. Évidemment, moi je suis pour améliorer les conditions de détention, les conditions d'abattage. Aujourd'hui, en Suisse, on a de la chance. On a quand même une des lois les plus restrictives concernant le bien-être animal. Donc on a vraiment mis en place beaucoup de mesures pour respecter l'élevage et l'abattage. Maintenant, effectivement, personne n'est parfait. On travaille aussi à l'amélioration de tout ça. Mais globalement, les animaux sont bien traités. Et puis finalement, quand on suit votre idée, on ne peut plus prendre la voiture parce que des insectes vont être tués, on ne peut plus tenir un animal en laisse parce qu'un collier... On va y passer. Alors, les fondements, il y a quelque chose qu'on aimerait comprendre. L'idée première de votre combat, c'est de reconnaître que les animaux sont égaux en droit. Droits fondamentaux. En droits fondamentaux aux hommes, on reviendra sur cette nuance, où c'est un combat écologique visant à diminuer l'impact sur l'environnement de la production de viande. Alors moi, j'aurais pas envie de parler de combat, mais ça c'est personnel. Je pense plutôt qu'on est dans un mouvement social. Alors, l'idée souveraine, c'est quoi? C'est simplement la reconnaissance des droits, c'est la reconnaissance des droits ou c'est simplement lutter contre l'impact environnemental? En somme, est-ce que c'est de l'éthique ou c'est de l'écologie? C'est la reconnaissance des droits fondamentaux des animaux, leurs intérêts à vivre une vie la plus longue et heureuse possible. Voilà, donc c'est simplement, ça se limite à ça. Après, l'impact écologique de l'élevage, c'est un point subsidiaire. Donc on sait vraiment. Donc l'un découle de l'autre. Mais avant tout, c'est une solution éthique. Alors là, justement, maintenant, on va voir jusqu'où on arrive si on pousse la logique un petit peu plus loin. Olivier Meuvely, c'était dans la presse, c'était dans le Temps récemment. Une tribune où vous qualifiez les antispécistes de nihilistes. Alors, peut-on avoir le fond de votre pensée? Je dirais qu'au-delà du nihilisme, c'est plutôt un anti-humanisme. C'est qu'on est dans une logique de non-discrimination, d'égalité absolue. Et c'est tout le problème. L'égalité est un long combat où il y a encore des progrès à faire, qui commence au XIXe siècle et qui commence à avoir des résultats à cette époque-là. Et puis, au fil du temps, notamment à travers les mouvements sociaux des années 70, l'égalité s'est progressivement muée en égalitarisme, où c'est une sorte de fin en soi. Et le problème de la non-discrimination, qui est aussi un des thèmes avancés par les antispécistes et qu'on retrouve dans une foule de domaines, conduit à l'abolition complète de toute frontière, de toute limite entre les individus et le reste du monde, et une sorte de confusionnisme, si je puis dire, généralisé, qui peut aboutir, à mon sens, alors, à une sorte d'universalisme abstrait, où tout le monde égale tout le monde, avec des conséquences qui sont absolument catastrophiques. Quelles conséquences, justement Alors, elle peut être juridique, philosophique. Est-ce que l'être humain est égal de l'animal? Mais qu'est-ce que ça implique, notamment sur le plan juridique, sur le plan mais aussi de la construction du monde, de nouveau? C'est cette abrasivité, je ne peux pas dire le néologisme, absolue de toute limite. Or, aujourd'hui, le monde se construit, l'humanité s'est construite à travers des limites qui ne sont pas forcément des justifications ou de repli ou de détestation de celui qui est en face, mais c'est à travers les limites que l'humanité s'est construite et où la tolérance peut apparaître in fine. Alors, vous écrivez... absolument parfait, irénique, et qui n'existe pas. Alors, vous écrivez en définitive, vous posez la question, l'antispécisme ne relativise-t-il pas, en définitive, l'être humain lui-même? Alors, quelle est votre notion de l'être humain? Quelle est la grandeur de l'être humain après vos attaques? Je suis d'accord. L'humanité, en tout cas, elle s'est construite en opposition aux animaux. On considère, par la biologie, que nous sommes supérieurs aux animaux et que ça justifie tous les traitements qu'on leur inflige. C'est la même chose avec les femmes, les hommes, les personnes noires ou les personnes blanches. C'est un critère autant arbitraire pour justifier le meurtre de ces personnes-là. C'est tout à fait une vision qui a fait son temps, je crois. On n'est pas dans le cas de donner des droits de vote aux cochons, même si on est différent.
Mais Si on parce que pense- c'est pas leur intérêt. que je vous entends. On nie pas les différences. On nie pas les différences cognitives, intellectuelles, verbales. C'est-à-dire que nous, on n'a pas les mêmes capacités qu'un dauphin à nager, par exemple. Mais par contre, en termes de droits fondamentaux, on est forcé quand même aujourd'hui de constater que l'éthologie et la science abondent dans notre sens, dans le sens où les animaux sont capables de ressentir la douleur, la souffrance, la joie et des émotions telles que les nôtres. Donc sur ce critère-là, nous sommes égaux. Et ce qui aboutit à... Ouais, c'est ça, c'est Agrandir le aboutir cercle de cercle considération morale n'enlève pas les droits des humains. Alors, humanisme, parce que la question vous est posée un peu partout, c'est un humanisme qui agrandit justement le cercle de la compassion jusqu'à l'animal, ou au contraire, c'est un anti-humanisme, puisque vous délogez l'homme de son socle. C'est une continuité logique, comme vous le disiez tout à l'heure, des mouvements sociaux qui ont jusqu'à maintenant fait leurs preuves. Et une fois de plus, les désobéissantes civiles dans les années 70 en Suisse ont aussi pris des risques pour faire entendre leurs droits. Et en fait, on est dans cette continuité-là. On se dit, mais effectivement, il n'y a pas de limite. Si on peut accorder des droits égalitaires à des femmes ou à des personnes de couleur, pourquoi pas accorder le droit à la vie et à la non-souffrance à des individus qui sont capables de ressentir cette souffrance-là? Olivier Molly, vite, et après on passera la parole à Mario Vallone. Malgré tout, la notion de supériorité par rapport, elle est seulement biologique et encore, mais tout simplement, l'être humain se nourrit également. L'être humain s'est toujours nourri de viande. La viande fait partie C'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on doit le perpétuer, autrement on continue à battre des femmes et il y excuser a des des choses petites quand même filles. qui sont inscrites plus ou moins quand même dans une forme de génétique, malgré tout. Dans les détails, je ne suis pas même généticien, mais il n'empêche que l'être humain... Non, mais est-ce que toutes les populations mondiales peuvent passer à un régime tel que vous le prenez? Aujourd'hui pas. Aujourd'hui Mais pas. alors De quand nouveau, on peut Parce que pas. c'est la mode, en effet, d'abolir les discriminations, ce qui est un thème en soi, évidemment. Mais à la limite, alors pourquoi créer d'autres limites à un moment donné? c'est pas ça Parce la question, c'est au Moyen-Âge, qu'aujourd'hui, comme vous le on avance savez, avec notre temps, monsieur. l'animal était sujet de droit au Moyen-Âge. Alors Il y a eu des pourquoi procès, oui. Absolument, même dans un c'est pays de ridicule. veau. Pourquoi c'est ridicule? Mais parce que les animaux ne peuvent pas, n'ont pas ce niveau de conscience-là, ils n'ont pas de responsabilité envers nous. C'est l'être humain, dans une supériorité positive, qui peut se porter protecteur de ceci. Et je pense quand même une supériorité Non, mais d'être une humain qui lui est différence, on est protecteur d'accord. de mais l'inférieur. dans leur intérêt. Vous pouvez intervenir, Mario Dans leur Vallone, bien sûr. intérêt. C'était une question que j'ai, mais je laisse le débat philosophique se Alors, poursuivre. moi, j'ai une autre question pour le coup. Alors, vous dites, la science a prouvé que les animaux souffraient. Là-dessus, le bon sens l'emporte. Vous dites, la science ne prouve pas que les végétaux souffrent. Exactement. Et de toute Et là, façon, c'est parce que vous allez vous nourrir vous vous nourrissez de végétaux. Qu'est-ce qui se passe au moment où on pousse, je ne sais pas, vous partez sur une idée progressiste du savoir. Donc c'est par la progression des sciences qu'on sait que les animaux souffrent. Pourquoi vous pariez pas sur le fait que dans 10 ans, 15 ans, on vous dira que les végétaux souffrent? C'est tout à fait possible. On sait que les arbres communiquent entre eux aussi, donc ça, c'est pas la Mais qu'est-ce que question. vous ferez quand on vous dit ça? On ne renie pas ça, mais c'est comme Émeric Caron le disait sur le débat d'Infrarouge. On doit de toute façon se nourrir du vivant, mais l'idée, c'est de causer le moins de souffrance possible. Et à ce jour, les plantes, la science montre que les plantes ont une sensibilité, donc ont une réaction quand on leur coupe un membre, par exemple, mais n'ont pas cette capacité à ressentir la douleur et à fuir la mort comme l'animal le fait. Donc si on veut causer le moins de souffrance possible, on doit s'alimenter de végétaux, parce que si on est vraiment sensible aux végétaux, eh ben, on en tue beaucoup, beaucoup plus en les faisant transiter par le corps d'un animal, vous voyez. Donc si on veut causer le moins de souffrance possible, parce qu'il faut quand même qu'on s'alimente, eh ben, on va chercher l'alimentation directement à sa source pour provoquer le moins de souffrance c'est le choix le possible. plus rationnel. Alors, là, moi, j'ai une question tout à fait terre à terre. Je viens de l'agriculture, donc je peux en parler. Vous prenez donc de ne pas abattre des animaux, de les laisser plus ou moins vivre en harmonie totale. Comment vous allez gérer des sangliers qui viennent de plus en plus présents, les régulations, enfin, voilà, à un moment donné aussi, la forêt, si on arrête l'élevage d'animaux, la forêt va progresser. C'est une très bonne chose. L'humain a passé son temps Et où à est votre maîtriser place dans son cette environnement. forêt? Alors, vous allez vivre dans une cabane? Idéalement, ce serait moi, j'aimerais beaucoup, hein, mais mais je ne peux pas encore Là, vous aujourd'hui. engagez votre vie personnelle. C'est utopique, Non, mais ce qu'on veut dire par là, ce qu'on veut dire par là, c'est que l'humain a aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, passé son temps à maîtriser, à tenter de maîtriser son écosystème, et c'est comme ça qu'il l'a déréglé fondamentalement. Les animaux entre eux s'autorégulent très très bien dans la nature, ce qu'on appelle la nature. C'est nous qui avons produit des animaux en les exploitant et en les tuant à la fin. C'est pas ce qu'un lion fait avec une gazelle, c'est pas ce qu'un renard fait avec une poule. Donc c'est plutôt redonner et reprendre une posture un peu plus humble face à l'environnement. Alors voilà, qui est engagé. Olivier Molly, moi je voulais vous poser cette question. Vous parlez de nihilisme. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autophobie, un dégoût de la civilisation elle-même dans les propos des antispécistes? Est-ce que c'est pas de la flagellation? Il est tentant de le déduire, mais je crois plutôt que c'est cette continuité, à force de voir une égalité parfaite comme une sorte d'aboutissement de l'humanité, on en vient à nier l'humanité qui ne s'est pas construite
en effet, qui ne s'est pas construite à travers une égalité parfaite. C'est le débat éternel entre liberté et égalité. D'autres penseurs sont largement étendus sur ces questions-là. Et le conflit est naturel entre liberté humaine et égalité. Maintenant, dire que l'animal, on nie sa sensibilité, ce n'est pas vrai du tout. C'est précisément pour cela qu'au fil du temps, des lois, et vous savez, les premiers mouvements qui ont été les plus vigilants sur les lois animales, ce n'est pas forcément les mouvements les plus recommandables aujourd'hui, 60 ans plus tard, mais il n'empêche que c'est devenu une norme, que le contrôle de la gestion et la maîtrise, pour prendre le terme que vous avez utilisé. Comment ? C'est le contrôle du meurtre. C'est pas un voilà, meurtre humain ne peut pas parce qu'on tue animal, on est forcément catégorisé Alors, la rhétorique, comme un meurtrier. Alors c'est clair que dès qu'on entre ce lexique-là, il n'y a plus aucune discussion possible. Et la rupture est totale. C'est la guerre, entre guillemets, la guerre interhumaine. Non, mais dire quand on accuse quelqu'un d'être meurtrier, on hisse, je dirais, le débat à un autre niveau. Pourquoi vous ne voulez pas rentrer dans cette... Encore une fois, moi je refuse d'entrer dans les notions de guerre, etc. Parce qu'en fait, on sent une vraie peur en ce moment du monde agricole. Et moi, je ne suis pas du tout favorable à ça, parce que la peur n'est pas... Non, justement. Alors, non, je ne l'attaque pas. Je montre la réalité de certaines facettes de l'agriculture que dont les citoyens n'ont pas conscience. C'est pas la même chose. Moi, j'attaque aucun éleveur, aucun employé d'abattoir directement en tant que personne, quand bien même j'aurais la possibilité de le faire. Non. J'attaque le système d'injustice dans lequel on a conforté nos propres intérêts en dépit de ceux des animaux. C'est ce système-là que j'attaque, jamais les individus. Fonctionner comme jamais. lanceur d'alerte au niveau des dysfonctionnements possibles, évidemment, dans tel abattoir. Alors, c'est ce qu'a fait madame. Oui, mais le discours est différent. C'est que d'un côté, il y a dénonciation, mais qui derrière doit déboucher sur une autre vision du monde. Et c'est bien ça que vous nous proposez. Mais c'est une suite logique, c'est en fait une première étape. Pas forcément. Mais c'est une première étape. Au niveau religieux, philosophique, justement, c'est quoi? C'est athée. Alors, on a compris que c'était pas chrétien, parce que le chrétien fait de l'animal un objet, un automate. Ça, on a compris que c'était... Il y a des vieilles sagesses orientales où on retrouve déjà cette place de l'animal sacré. Vous êtes totalement athée, laïque C'est un mouvement qui se base sur la logique, la rationalité et la science. Donc c'est un mouvement profondément athée. Après, s'il y a des chrétiens, des bouddhistes, etc., qui sont aussi véganes, mais ils ne sont pas antispécistes, ils n'ont pas ce discours politisé. Alors, quelle est la différence justement entre le vegan et l'antispéciste? C'est l'activisme politique? Tout à fait, voilà, c'est le message. En fait, un vegan, c'est dans son activité quotidienne qui se distingue, et un antispéciste, c'est dans son message et son aspiration à modifier le statut des animaux. Je vais me poser une dernière question à Monsieur Meuly. Est-ce que vous souhaiterez être à la place d'un animal aujourd'hui qui se trouve dans un élevage et ensuite être envoyé à l'abattoir? Est-ce que cette vie vous semble idéale, alors en sachant qu'elle pourrait être autre? Disons que moi-même, je n'ai pas pratiqué la métempsychose, je n'arrive pas à pouvoir vous répondre parfaitement à la question. En revanche, oui, je dois reconnaître qu'avoir un steak dans mon assiette peut me réjouir. Donc on est dans comme individu, être humain, oui. Ça, c'est une perspective purement anthropocentrée. De nouveau, on considère les animaux comme des biens de consommation. En fait, ce qui manque un tout petit peu dans le débat, et c'est ce que je déplore, et ça m'attriste en fait de vous entendre parler comme ça, parce que je crois dans le bien fondé de l'humain. Moi, j'y crois. Je suis pas justement en train de flageller les humains, pas du tout. Moi, je crois au fait qu'on puisse se reconnecter à notre sensibilité. Et si vous cohabitez avec des animaux, je pense que vous êtes capable d'être empathique vis-à-vis d'un animal qui n'a pas envie de mourir. Et en fait, moi, c'est ça que je déplore. C'est ça que je déplore. La vie quelque part où finalement aujourd'hui la population se nourrit de viande, elle doit se nourrir effectivement localement, mais aujourd'hui on ne peut pas faire autrement, et ça fait partie de notre mode de vie. En fait, c'est et pour ça vous devez que le je disais, respecter. Alors je disais, c'est pas une question de choix personnel alimentaire parce qu'il implique des victimes, ça c'est la première chose. C'est pas un choix alimentaire que de devenir végane et antispéciste. C'est de dire qu'aujourd'hui on a les moyens, en tout cas en Suisse, des moyens intellectuels, scientifiques, matériels pour vivre autrement en dehors de l'exploitation animale. On est la preuve vivante qu'être en bonne santé en tant qu'antispéciste, c'est tout à fait possible pour l'instant. Mais tous les mouvements sociaux sont partis d'une petite minorité, donc vous en êtes consciente. C'est pas le nombre qui va faire la force, c'est la détermination. Et c'est de nouveau le message de compassion. Moi, j'ai toujours envie de dire, ce qui m'attriste justement là, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que je sens
sens que le monde agricole est animé par la peur. Je sens chez vous un discours assez quand même méprisant et craintif. Et moi, j'ai envie de répandre la compassion un maximum. Et j'aimerais, si possible, que les humains soient capables de se reconnecter à leur part de sensibilité. Parce que petite, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de devoir amener un animal à la mort, c'est pas super sympa. Je l'ai fait avec respect. J'ai été jusqu'au bout. Si on retournait cette logique contre vous, l'accepteriez-vous? Écoutez, j'ai la chance d'être à ma place aujourd'hui, effectivement, et j'ai la chance de pouvoir amener un animal à la mort dans de bonnes conditions. Et ça, je pense que c'est quelque chose à respecter. Alors, Pas de l'intérêt de l'animal. C'était un animal blessé, en l'occurrence, entre autres avec l'élevage. D'accord, je suis désolé. Mais on l'a aussi fait dans le cadre de l'élevage. Je suis désolé de devoir vous interrompre. On arrive bientôt déjà à 25 minutes. J'aurais voulu vous poser évidemment plein d'autres questions pratiques, philosophiques, casuistiques. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il vaut mieux porter du cuir, de la laine ou des habits de synthèse produits par des enfants, produits par des enfants dans des pays aux conditions sociales déplorables. Et aussi produit par des enfants dans des conditions déplorables. Okay. On n'entrera pas dans ces petits exercices. Une dernière question. En France, le mouvement 269 Libération Animale aboutit, enfin, je crois que c'est celui-ci qui aboutit à la création d'un parti politique. Est-ce que c'est votre intention aussi? Alors je pense qu'il est encore trop tôt qu'un parti politique se fasse. C'est une institutionnalisation du mouvement, une récupération, si j'ai envie de dire, et qui enlève au combat, au mouvement, la radicalité qui est nécessaire. Donc j'ai envie justement de commencer par l'activisme, par le bas. L'activisme. Voilà, ça viendra après, quand vraiment le monde politique sera sincère dans son envie de peu à peu transitionner vers une agriculture 100% végétale et fermer Donc ce sera une mutation naturelle. les espaces d'exploitation animale. Ce sera une mutation naturelle dans quelques temps. Allez-y, et puis après on va... On s'entend pour beaucoup de choses, mais par contre, moi, j'aime pas spécialement les termes de guerre et d'opposition. Moi, j'ai plutôt envie de dire qu'on peut coexister et avancer ensemble dans des perspectives qui soient viables pour tous. Et si dans le monde agricole, il y a déjà un certain nombre de paysans qui se reconvertissent parce que dans l'industrie laitière, c'est plus viable, eh ben, aujourd'hui, on peut avancer vers une perspective de reconversion ensemble en prenant en considération les intérêts des humains et aussi des animaux. Et là, on ferait vraiment avancer la Suisse vers plus d'éthique. Je pense qu'on dépasse l'économie et l'anthropocentrisme pour avancer vers plus d'éthique. Il y a quand même une volonté d'amélioration avant d'arriver au votre but ultime qui est l'abolition totale de la mise à mort. Prenons en compte cette notion-là, qu'on avance vers des perspectives de Très bien. reconversion. Merci d'avoir débattu. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci Olivier Molly. Merci Marion Wallonne. C'est un sujet évidemment passionnant de notre époque. Je pense qu'on se pose tous la question des limites de la praticabilité de l'antispécisme et puis aussi de sa séduction, parce qu'il faut bien l'avouer, c'est un mouvement qui peut séduire et qui séduit d'ailleurs. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. On va parler d'un autre sujet très intéressant, nos bilagues. Bon week-end à tous. À la semaine prochaine.